On se retrouve pour la seconde partie de notre programme, toujours à Bucarest, mais cette fois-ci devant le monumental Parlement roumain. Et nous sommes en compagnie d'une nouvelle invitée, Renate Weber, bonjour. Vous êtes députée européenne des libéraux et démocrates au Parlement européen, ce qui correspond en Roumanie au Parti national libéral qui est en coalition au gouvernement avec le Premier ministre Victor Ponta qui lui est social-démocrate. Aujourd'hui, nous sommes devant ce bâtiment qui a été voulu, souhaité par le dictateur Ceausescu dans son délire mégalomaniaque. Bon, je veux dire que le communisme en Roumanie, parce qu'on ne parle pas de socialisme, on parle d'un communisme, c'était vraiment pire que dans les autres pays de l'Europe centrale et de l'Est. Et cette construction horriblement grande et à mon avis horriblement de point de vue architectural était vraiment pour accueillir surtout le Parti communiste, le comité central, mais aussi le Conseil d'État à l'époque. Ce n'était pas la résidence de Ceausescu dans le sens de vivre, sinon son place de travail. Mais après la chute du communisme, on a eu une décision pragmatique. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce bâtiment qui existait déjà? On devait simplement le finir. Et alors on a décidé vraiment de travailler et d'avoir ici la Chambre des députés. Puis le Sénat est venu il y a quelques années. Et on a aussi la Cour constitutionnelle, le Conseil législatif. On a même un musée national d'art contemporain aujourd'hui dans ce bâtiment. C'est autour de ce bâtiment d'ailleurs que se sont organisées de véritables chaînes humaines pour protester contre la mine d'or de Roșia Montana dans ce petit village. Une compagnie canadienne veut véritablement extraire 300 tonnes d'or et pour cela, il s'agit d'injecter des dizaines de milliers de tonnes de cyanure. Alors évidemment, il y a réaction de la société civile. On regarde pourquoi. Encore un dimanche de manifestation pour ces habitants de Bucarest. Au cœur de leur révolte, le projet de réouverture d'une mine d'or dans le petit village de Roșia Montana. Une compagnie canadienne prévoit d'y extraire le métal précieux en utilisant du cyanure. Comme toutes les semaines depuis 3 mois, Octavian est venu crier sa colère contre un projet qu'il considère meurtrier pour l'environnement. Roșia Montana est devenu le symbole de notre lutte contre la destruction de l'environnement. Aujourd'hui, on a décidé de s'enraciner place de l'université. À 400 km de là, en plein cœur des Carpates, voici l'ancienne mine de Roșia Montana. Cette zone recèlerait encore plus de 300 tonnes d'or, de quoi supplanter la production de tous les pays de l'Union européenne. Mais pour extraire une telle quantité, 12 000 tonnes de cyanure seraient nécessaires. La substance hautement toxique permet de séparer l'or des autres métaux présents dans la roche. On l'utilise pour plus de 90% de la production d'or dans le monde. On l'utilise largement et dans tous les continents depuis une vingtaine d'années. Le cyanure est même utilisé en Roumanie depuis plus de 80 ans. Une technique d'extraction qui rappelle pourtant de bien mauvais souvenirs aux Roumains. Début 2000, à Baia Mare, une autre mine d'or de Transylvanie, 3 tonnes de cyanure avaient fui de la cuve de drainage. Le poison s'était déversé dans les rivières alentours, puis dans le Danube. À Roșia Montana, la compagnie canadienne compte stocker les déchets liquides du cyanure dans un grand lac artificiel et se veut rassurante sur la sécurité de ses équipements. Nous allons fixer des standards qui seront très durs à égaler par n'importe quel autre projet et nous allons utiliser la technologie minière la plus avancée. Dans le centre du petit village de Roșia Montana, c'est une autre conséquence du projet qui préoccupe Sorin. Pour exploiter la totalité du gisement, 900 maisons doivent être détruites. La compagnie canadienne en a déjà racheté plus de 700. C'est là que je suis né. Ici, c'est la maison de mes parents et toutes ces maisons appartenaient à ma famille. Ils sont tous partis. Aujourd'hui, plus du tiers de la population a déménagé. Pour Sorin, impossible d'imaginer un jour quitter les terres de son enfance. Ce qui me fait mal, c'est que la communauté a été divisée. Il y a quelques années, ma communauté était unie. Pour moi, c'est incompréhensible. Ces gens sont attachés à leur village. Ils ont passé leur vie à Roșia Montana. Ils ont vieilli ici. Et pourtant, ils ont vendu leur âme.
À plus de 80 km de là, dans la banlieue de la ville moyenne d'Alba Iulia, ce quartier flambant neuf a été entièrement construit par la compagnie pour reloger les habitants. Ici, seul le nom des rues rappelle la mine. Nous y retrouvons Zoé, ravie de faire visiter sa nouvelle demeure. Ça, c'est la salle de bain. Pour son ancienne maison de Rocia Montana, Zoé a obtenu de la compagnie l'équivalent de 70 000 €. Une aubaine pour la vieille dame qui n'avait retiré que quelques centaines d'euros de la vente de la maison de sa sœur, peu de temps avant le lancement du projet minier. Je n'ai aucun regret d'avoir déménagé ici. J'en suis contente. À quoi ça sert ces manifestations? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font pour nous? Est-ce qu'ils nous ont donné quelque chose? Absolument rien. Mais à Bucarest, la colère dépasse aujourd'hui largement les conséquences de l'exploitation de la mine. Les manifestants critiquent la corruption au sein du gouvernement. Ils réclament la démission du Premier ministre. Le Premier ministre, quand il était en opposition jusque l'année dernière, il a été contre le projet. Il était un des plus grands souteneurs politiques de la campagne Sauver Rocia Montana. Dès qu'il est arrivé au gouvernement, Premier ministre, le lendemain, il est devenu un des plus grands fans du projet. Les citoyens qui vivent à Rocia Montana sont pour le projet. Et puis qu'est-ce qu'on voit dans la rue? Des jeunes qui pianotent sur leur iPhone pour appeler à la maison et demander si le repas est prêt. Ce n'est pas eux qui doivent dicter les décisions sur une zone où d'autres gens vivent qui sont mieux placés pour décider de leur sort. Une commission parlementaire s'est prononcée contre le texte qui devait permettre l'ouverture de cette mine. Si le projet n'aboutissait pas, la compagnie a déjà fait savoir qu'elle pourrait porter plainte contre l'État roumain. C'est dans ce Parlement que la question de l'avenir de Rocia Montana a été posée. Est-ce que vous pensez que le danger de voir cette mine d'or exploitée intensément par une compagnie canadienne est écarté? Bon, je crois que pour l'instant, on a vraiment un accord de ne pas avancer avec le projet, mais je ne sais pas vraiment pour combien de temps. Quand on parle du projet Rocia Montana, on doit vraiment comprendre qu'on parle du plus grand projet de l'Europe. Et quand je dis plus grand, je ne dis pas 10 mètres carrés plus grand qu'un autre. Non, c'est 10, 20, 30 fois plus grand qu'un autre projet qui est de Finlande ou je ne sais pas d'où. L'affaire Rocia Montana a ému l'opinion publique parce qu'elle est aussi révélatrice, selon vous, d'un malaise vis-à-vis de la corruption du pays. À mon avis, pendant des années, beaucoup de choses se sont passées qui ne sont pas des choses correctes et qui n'ont pas été investiguées jusqu'à un moment ou sanctionnées entièrement. Par exemple, on parle toujours et on se demande toujours comment est-ce que la compagnie a réussi à obtenir la licence d'exploitation. Moi, j'espère bien arriver à ce point où la tolérance pour la corruption sera zéro. Vraiment, je rêve de ce moment. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que oui, la société civile vient de nous montrer qu'elle existe, de se réarticuler. Les gens sont sortis et des gens qui ont accès à l'information, de gens qui sont vraiment très actifs sur l'Internet, de gens assez bien éduqués. Ils sont sortis dans les rues, pas seulement du Bucarest, mais de tout le pays. On sait bien que l'Union européenne est inquiète par rapport à l'un de ses derniers entrants, donc entré en 2007 dans l'Union européenne, avec cette guerre qui a été très virulente entre un Premier ministre social-démocrate, M. Ponta, et le président Basescu, par ailleurs, et qui tous deux s'accusaient de corruption. Bon, les accusations de corruption dans mon pays sont vraiment tout le temps présentes. D'ailleurs, j'ose dire une chose de ce point de vue, que dans mon pays, on parle énormément de la corruption, et peut-être que ça explique aussi pourquoi dans l'index de la corruption, nous sommes assez hauts. Oui, les accusations ont été, mais écoutez, même la liste des choses qu'on reproche au président roumain, elle est vraiment très, très grande. Même aujourd'hui, il est au milieu d'un scandale ou d'une affaire très, très controversée qui l'a transformé dans un des plus riches fermiers du pays. Une chose qui n'est pas normale, je crois, quand toi, tu es le président de la République.
La Roumanie a surpris aussi l'Europe par la qualité de sa culture et en particulier de son cinéma. Quel est le secret de sa réussite selon vous? Je crois qu'on a déjà réussi à pénétrer dans les médias et le milieu cinématographique européen. Bon, le secret, c'est qu'on a des artistes très talentueux. Puisque vous êtes amatrice de salles obscures, c'est vrai qu'au Festival de Cannes, de Berlin, les récompenses pleuvent sur ce cinéma roumain décidément très créatif. Notre reporter est allé rencontrer l'un des tenants de cette nouvelle vague, un certain Cristi Puiu. On regarde. Il a fallu attendre une quinzaine d'années après la chute du régime communiste pour que les cinéastes roumains reprennent une parole longtemps confisquée par la propagande officielle. À l'origine de cette nouvelle vague, un film et le prix Un certain regard à Cannes. La mort de Dante Lazarescu raconte l'histoire d'un homme victime d'un malaise dans son appartement. Refusé dans tous les hôpitaux, il finit par mourir sur le trottoir. Né alors, sous l'objectif de Cristi Puiu, le cinéma réaliste roumain. Les films, elles comptent si c'est des témoignages. Ce que le réalisateur peut être, dans les meilleurs des cas, c'est d'être le témoin, c'est d'être le messager. C'est un homme que tu filmes. On arrive à regarder l'autre au moment où les battements de notre cœur se synchronisent avec les battements de son cœur. Entre le film et le documentaire, des histoires tirées de faits réels qui se déroulent dans un environnement modeste et affichent une esthétique particulière avec le recours à la caméra à l'épaule ou au plan séquence. Comme dans 4 mois, 3 semaines, 2 jours de Cristian Mungiu, Palme d'Or en 2007. Les sujets sont des sujets universels mais sont travaillés de façon à la roumaine. À la roumaine, ça veut dire? Oui. À la roumaine, ça veut dire, comme je disais, avec amour et humour en même temps, avec intensité et beaucoup de mots. C'est ça, c'est parler. C'est un cinéma d'exportation parce qu'en grande mesure, il y a plus de spectateurs à l'étranger que chez nous. Les Roumains ne veulent pas être replongés dans leur quotidien parfois trop dur et de plus en plus de salles ferment leurs portes dans le pays. On est au cinéma Bucaresti, dans le centre de la ville. C'était un magnifique cinéma du siècle dernier. Maintenant, il est complètement détruit. Et je pense qu'il symbolise la problématique principale de notre cinéma, un manque d'infrastructures, un manque de salles. Manque de salles de projection, manque de moyens de production aussi. Le minimalisme dans le cinéma roumain est aussi lié au minimalisme des ressources que nous avons. D'une certaine manière, les réalisateurs adaptent leur scénario et leur manière de s'exprimer aux ressources qu'ils ont. Ce minimalisme continue pourtant à séduire. Après de nombreux prix à Cannes, le cinéma roumain s'est illustré à Berlin. Le film Child Pose, produit par Ada Salomon, a remporté l'Ours d'Or 2013. Renate, vous nous avez emmenés pour terminer dans une ferme qui appartient à une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Quel est ce modèle très spécifique que vous voulez développer ? Pour l'agriculture paysanne, ça signifie une agriculture faite comme on le faisait probablement nos grands-parents. Vraiment, les gens demandent ce type d'agriculture parce que même si ce n'est pas certifié comme bio, en effet, ici traditionnel, ça signifie bio. Et puis, c'est un modèle français, je ne me trompe pas, parce que c'est vraiment une association entre ceux qui achètent les produits. Ils les payent, ils soutiennent toujours aussi les problèmes qui peuvent arriver dans une ferme. Hein. C'est le temps, c'est la pluie, tout ça compte beaucoup. Voilà les beaux légumes qu'on cultive dans ce système solidaire. Il y en a 12 fermes de ce type en Roumanie. On essaie de développer
À partir de janvier 2014, les individus de l'Union européenne, comme les Hollandais, les Britanniques, vont pouvoir acheter de la terre en Roumanie. Et on ne veut pas qu'il y ait spéculation sur les terres. Est-ce que vous avez le sentiment que l'agriculture reste un secteur très important, essentiel pour la Roumanie? Dans le PIB, il représentait 12% en 2007, 6% aujourd'hui. Pour nous, l'agriculture, c'est important parce que beaucoup partie de la population de la Roumanie vit dans des fermes qui sont des fermes pas vraiment aussi grandes. On parle aussi d'une agriculture de subsistance, de survivre, mais on parle aussi d'une agriculture qui est bien plus dans l'époque où nous vivons. La Roumanie, comme d'autres pays, la France, la Pologne par exemple, est un fervent soutien du maintien d'une politique agricole commune. N'oublions pas que c'est tellement important pour vous l'agriculture que le commissaire à l'agriculture de l'Union européenne est roumain. Oui, c'est vrai, le commissaire de l'agriculture, c'est M. Dacian Cioloș. Et moi, je trouve qu'il a fait un très bon travail parce qu'il a voulu vraiment garder ce qu'on a maintenant, mais bien sûr qu'en même temps, on doit aussi accepter les critiques ou d'autres pays qui ne sont pas des pays agricoles, même si elle mange, hein, elle importe très bien les produits des autres pays, mais qu'ils veulent surtout aller plutôt dans le domaine de la recherche. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment très important. Mais je crois qu'on doit vraiment avoir un juste équilibre entre les deux aspects. Renate, merci d'avoir été notre guide, de nous avoir accueillis à travers ce paysage très coloré, plein de saveurs, d'odeurs. Merci à vous de nous avoir suivis à travers la Roumanie. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour notre programme L'Europe dans tous ses états. À très bientôt à tous.